Le fondateur du think tank Africa Diom Center, expert indépendant des Nations Unies, Alioune Tine, c'est un plaisir de vous accueillir à l'émission Objection. Merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Tout le plaisir est pour moi, Bayoumar. Alors, M. Tine, 3 thématiques. D'abord, la situation nationale du Sénégal. Ensuite, la géopolitique. Et la 3e thématique repose sur la prospective pour une Afrique libre, indépendante et prospère. Alioune Tine, la situation nationale, la Poste, la LONASE, des sociétés publiques qui se distinguent par des cas de détournement, également malversation entre autres. Il s'agit des ex-percepteurs de Saint-Louis et de Mbacké qui sont accusés de détournement de deniers publics, faux, usage de faux, blanchiment de capitaux. Ils sont visés pour mouvement de fonds purement fictifs à hauteur de plus de 2 milliards de francs CFA chacun. Oui, qu'est devenu, M. Tine, la gouvernance sobre et vertueuse? Est-ce des signes de son échec ou en avez-vous une autre lecture? Écoutez, je vais répondre à quoi servent l'OFNAC. Ça a servi à quoi? Je pense que c'est la question qu'il faut se poser. À quoi sert la Cour des comptes? À quoi sert l'inspection générale d'État, y compris les autres inspecteurs des finances qui font des contrôles internes? C'est une faillite totale de tout le système de contrôle que nous avons mis en place. Ah oui? C'est mon avis. Et de deux également, c'est une faillite de la justice. Il y a le procureur qui vient de dire, écoutez, bon, mais voilà, je sors, je suis un humain, j'ai fait des erreurs, etc. C'est possible. Bon, à quoi sert la justice? C'est que la question de la redevabilité est une des failles. La question de l'impunité, justement des fonctionnaires à col blanc qui sont de véritables délinquants et qui sont impunis. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils sont au parti. Parce que quand même, la Poste... Au parti au pouvoir, c'est ça, vous voulez dire? Bien sûr, au parti au pouvoir. Ils sont partis au pouvoir. Vous êtes PDG, quand même, d'une institution comme la Poste, et puis ensuite vous êtes maire. Il est évident que vous avez une clientèle électorale, mais écoutez, l'argent que vous avez, vous donnez à la clientèle électorale. La question de fond, c'est aujourd'hui... Finalement, ça n'a pas changé. Mais ça s'est empiré. Ah. Ça s'est empiré parce que quelqu'un comme Senghor, quelqu'un comme Abdou Diouf à l'époque, mais il interdisait aux agents des finances, surtout quand même la crème de la finance, de faire de la politique. Moi, Abdou Diouf m'en a parlé directement. Il dit non, vous servez l'argent du pays. Mais aujourd'hui, Oui, rares ont trouvé les PDG. Même quand ils militaient, ils étaient plus vus comme des techniciens avec leurs compétences techniques que comme des militants qui vont à la base, qui vont chercher les votes des gens. Mais ça pose des problèmes. C'est-à-dire qu'il faut dépolitiser l'administration. Il y a au sein de l'administration, il faut faire des appels d'offres pour certains postes. Il faut faire des auditions pour certains postes. Parce que quand même, tous les jours que Dieu fait, quand je regarde les unes, j'ai froid dans le dos et j'ai peur pour ce pays. Ah oui? Ah oui, j'ai vraiment peur. Parce que en réalité, vous avez une démocratie qui montre de telles défaillances. Quand vous avez des institutions qui montrent de telles défaillances, il est évident que si vous regardez ce qui se passe autour de nous, des États qui ont failli, des États faillis, dû tout simplement à la malgouvernance et à la corruption. Mais ça te fait peur. Il faut qu'on ait peur au Sénégal. Qu'est-ce qui se passe? C'est la différence entre l'homme d'État et l'homme politique? Écoutez, le grand problème que nous avons beaucoup d'hommes politiques. Et nous avons beaucoup de politiciens. Les policiers n'ont pas ne regardent pas les choses, la perspective. Dès qu'ils sont assis, ils se disent, tiens, comment je vais faire pour rester pour le deuxième mandat? Et vous faites de la politique politicienne. Ce que vous cherchez, c'est de la clientèle politique. Vous ne servez plus les citoyens. Oui, mais Alioune Tine, si ça s'est empiré, il y a une responsabilité.
À qui l'imputerez-vous? La première des responsabilités, c'est le président de la République. Oui. Président Macky, le En Macky, quoi? En le quoi? Macky que nous aimons, En c'est le quoi? Macky qui avait fait son grand discours d'investiture, qui avait parlé comme il avait parlé, mais à partir de 2014, et quand il y a eu, comme on dit, l'élection du maire, tout a basculé. Parce que le président Macky est devenu vraiment un véritable politicien. Ça, il faut le dire, hein. Il y a quelqu'un qui l'appelle d'ailleurs le président politicien. Et il me semble qu'il faut rompre avec cette méthode parce que ça n'a pas marché dans des pays comme le Mali, ça n'a pas marché dans d'autres pays où effectivement on met en place des démocraties consensuelles, où en réalité, voilà, on met des coalitions pour prendre des postes. Voilà, il liste. Même si vous n'avez pas de poste, ça aussi c'était avec le président Wade. Hein. Dès que vous êtes dans la coalition, mais vous avez droit pratiquement à une espèce d'indemnité qu'on vous donne. C'est ça la politique maintenant. Oui, mais sont-ils conscients, ces présidents comme celui du Sénégal, sont-ils conscients de ce qui se joue présentement? Écoutez, il n'y a pas de conscience au regard de ce qui se passe. C'est vrai que nous avons une crise de leadership qui est une crise extrêmement profonde. Et puis, dans un contexte où le monde change, où il y a des mutations très profondes, où les citoyens eux-mêmes ont tellement d'informations sur ce qui se passe. Ils sont bien informés. Où les citoyens eux-mêmes créent leur propre espace public avec les réseaux sociaux. Donc, vous avez des influenceurs qui n'ont pas d'argent, mais en réalité qui, à cause de Facebook, à cause de Twitter, YouTube, peuvent avoir une influence extraordinaire. Et nous l'avons vu. Nous l'avons vu aujourd'hui. Si bien que il faut changer de cap. Et le malheur avec nous, à partir de 2008-2009, quand on a vu les dérives du président Wade, qu'est-ce que les gens ont fait 2008-2009? Les assises nationales. C'est une vaste enquête. C'est quand même une concertation très large, très transversale, où les leaders qui étaient les concepteurs et les initiateurs, mais ils sont aujourd'hui dans les institutions. C'est ça les politiciens. C'est-à-dire que vous faites quelque chose d'extraordinaire. Vous arrivez au pouvoir. On peut dire que Macky n'était pas partie prenante. Oui. Mais quand même, il faut interpeller. Tous aussi doivent rendre compte aujourd'hui. Oui, tous. Que ce soit tous les grands partis qui étaient partie prenante des assises et qui assistent aujourd'hui à ce genre, franchement, de situation oui. Aujourd'hui qui fait... Ça fait peur. Doivent rendre compte. Non seulement doivent rendre, mais ils doivent s'exprimer au moins. Oui, s'expliquer. Parce qu'aujourd'hui, quand je prends par exemple les institutions au Sénégal, je vous ai parlé par exemple de l'OFNAC et de toutes ces institutions. À quoi elles servent? Qui coûtent cher? Mais je peux aller plus loin. L'Assemblée nationale, c'est un instrument de contrôle. Oui. À quoi sert l'Assemblée nationale quand nous Légitime sommes dans une situation très légitime? Oui. Mais je peux aller plus loin. La HCTC, ça sert à quoi? Vous avez des leaders qui occupent ces institutions, on ne les entend même pas. CESE, ça sert à quoi aujourd'hui? Il faut qu'on fasse attention parce que on peut du jour au lendemain assister à une espèce d'effondrement de toutes ces institutions qui vont être bouffées comme si le bois était bouffé par des mythes. On se réveille et paf! Donc, moi, je pense qu'on doit faire un examen de conscience extrêmement profond, comme ce qu'on avait fait au niveau des assises. Nous regarder, parce que autour de nous, les États qui ont été négligents, qui ont créé des institutions pratiquement sans aucune fonction, sans aucune espèce d'efficacité, sont en train de s'écrouler sous nos yeux, sans qu'on ne tire nous-mêmes les leçons effectivement de ce qui est arrivé. Et ça peut nous arriver parce que nous sommes dans un contexte extrêmement volatile. Oui, extrêmement sensible, dites-vous, avec surtout le contexte qui est celui du Conseil présidentiel sur les hydrocarbures pour discuter, M. Tine, de la répartition des ressources tirées de l'exploitation de nos ressources. Un projet de loi d'ailleurs sur le partage des revenus est attendu. Qu'en pensez-vous? Bon, moi quand j'ai dit on a mis 700 et quelques milliards qui vont rejoindre le budget, qu'est-ce que ça va changer?
Qu'est-ce que ça va changer au regard de la manière dont se passe la gouvernance aujourd'hui de nos fonds? Ça ne changera rien de mon point de vue. Je pense que ce sont les mêmes qui vont en bénéficier si ça va au niveau du budget national. Les gens font s'arranger pour malgré cette démarche qui est initiée. Ça ne servira à rien si effectivement tout cet argent-là est mis dans le budget national et géré comme le budget national a été géré. On en parle de fonds de souveraineté. Le fonds de souveraineté de 10%, Oui. je dis, ben, ça on peut prendre acte. Oui. Mais de mon point de vue, si effectivement on dit, tiens, nous profitons de l'occasion pour dire avec les ressources minérales, nous allons réduire les inégalités sociales qui sont extrêmement profondes, qui sont explosives aujourd'hui. C'est extrêmement important. Oui. En faisant comment? Je dis, mais en soignant gratuitement les gens. Ouais. Et puis en jouant sur l'éducation, parce que en réalité, c'est l'éducation et la culture. Ce sont ces éléments qui peuvent nous sauver contrairement au reste. Ça, c'est un. De deux, écoutez, on a du pétrole, on a du gaz. On le prend, on le vend. Qu'est-ce que ça change dans notre économie? Qu'est-ce que ça change? Pour vous, que, la grosse problématique, c'est celle de l'impact sur les populations. Vous pensez que ça va avoir de l'impact de faire de l'extraction et de vendre? Il faut prendre l'exemple du Botswana. Botswana, c'est le Botswana qui fixe aujourd'hui dans le monde le prix du diamant. Pourquoi? Mais parce qu'ils ont fait de la transformation. Avec le pétrole et le gaz, il faut commencer effectivement à changer nos économies. À changer la structuration de notre économie. Radicalement. Oui. Et ça, il faut le penser dès maintenant. Avec la chaîne de valeur. Mais bien sûr, il faut changer. Parce qu'il y a quelqu'un, il y a Atepa qui avait commencé à rêver aussi. Sur la route de l'acier, du fer et de l'acier. Oui. Bon, il me semble que les Chinois, avec la route de la soie, ils ont créé une nouvelle géopolitique de la Chine. Et qui fonctionne, et qui marche. Si nous, les Africains, ne commençons pas à travailler à la transformation des matières premières, ils ne tireront absolument rien, ni eux, ni les États, vraiment des ressources minérales. Et on l'a vu. D'ailleurs, plus vous avez des ressources minérales, plus d'ailleurs vous êtes menacé en tant qu'État. Prenez RDC. Tout ce qui s'est passé en Afrique centrale, mais on doit en tirer des leçons. Oui. Prenez la RCA. Mais aujourd'hui, c'est une explosion de ressources qu'on a au Sahel. Regardez le Sahel, totalement déstabilisé. Maintenant, les ressources. Vous dites, vous faites une concertation sur les ressources. Oui. Mais où sont les communautés dans lesquelles on exploite ces ressources? Ils n'ont pas leur mot à dire. C'est important pour vous? Mais très important. Vous avez 600 000 pêcheurs. Quand vous allez exploiter le gaz... Impactés. Mais qui vont être impactés. Oui. Les espèces vont être impactées. Sur le plan environnemental, il nous faut un nouveau code environnemental. Si on inscrit l'exploitation de ces ressources minérales dans le cadre, disons, de la durabilité. Ça, c'est important. Oui. D'avoir quand même le développement durable. Si on ne le fait pas, mais écoutez, ça va impacter et les pêcheurs, la pêche, les espèces, les poissons, mais surtout aussi les parcs de Djoudj, la pollution. Mais il faut pas rêver. Souvent, effectivement, nous avons quand même des bateaux qui peuvent se cogner. Nous pouvons avoir... Mais tout ça avec les produits chimiques. Est-ce que nous avons prévu une véritable politique, un véritable code environnemental pour ça? D'autant plus que, quand même, il faut bien le dire, notre ministre de l'Environnement, est-ce qu'il s'intéresse vraiment à l'environnement? Est-ce qu'il s'intéresse à ces questions? Parce que... Et puis, il y a trop de mécanismes. Et dans les mécanismes, on trouve pratiquement les mêmes personnes, ça veut dire les technocrates. Moi, je pense qu'il faut plus d'inclusion dans le cadre de la recherche, de l'exploitation des ressources minérales. Il faut effectivement que le volet citoyen, le volet participatif, que tous ces volets-là soient pris en charge.
Mais si nous faisons comme nous avons l'habitude de faire, d'écrire de très bons textes, et que la réalité soit autre chose, ça ne servira à rien. Si effectivement ces ressources ne permettent pas de changer radicalement notre économie, et je dirais même notre économie politique, mais écoutez, on va écrire de beaux textes, mais il faut qu'on commence à rêver. Senghor, en 60, il disait, bon, Paris va être comme... Dakar sera comme Paris en 2000. Il rêvait au moins. Mais dans 50 ans, mais on va entrer dans une économie décarbonée. Mais et le pétrole, ça servira à quoi? Je pense que toutes ces questions-là sont des questions prospectives sur lesquelles il faut réfléchir, et vraiment réfléchir franchement. Et l'idée d'ouvrir une réflexion n'est pas si mauvaise que ça. Non, mais ça, c'est une très bonne chose. Il y a des bonnes choses quand même qui ont été faites. En discuter. Mais le problème, c'est... c'est élargir la discussion. Pour vous, c'est élargir la discussion aux communautés. Il faut élargir la discussion aux communautés. C'est nécessaire. Il faut élargir la discussion aux questions environnementales avec le changement climatique et tout. Et il faut élargir la discussion également aux citoyens. Donc, le volet participatif, il est direct, extrêmement... Ce n'est pas une affaire seulement, si vous voulez, de technocrates, comme on a l'habitude de le faire, et de saupoudrer un peu avec quelques ONG, quelques personnes, ça ne suffit pas. Et puis en réalité, quand on regarde, on trouve peut-être les mêmes. Voilà, SAR, Locafrique, machin, etc. Mais justement, il y a un débat très sérieux entre ces différents acteurs, Locafrique, SAR. Le débat est houleux à ce niveau, avec des détournements qui sont annoncés. Qu'en pensez-vous? Non, mais écoutez, c'est à l'image de la gouvernance. Et c'est à l'image, effectivement, aussi des élites. Hein. Vous avez des élites... Mais ça ne rassure pas les investisseurs aussi. Mais non, ça ne rassure pas. Tant qu'on n'aura pas des débats qui nous permettent d'avancer. Et des mécanismes de contrôle aussi. Et des mécanismes qui ne sont pas là, tout simplement. De contrôle efficace. C'est qu'il nous faut aujourd'hui, si vous voulez que les investisseurs arrivent, il faut que vous ayez une institution judiciaire, qui soit une institution judiciaire forte, qui soit indépendante, qui ait les moyens. Mais pas une institution judiciaire qui n'obéisse qu'aux injonctions de l'exécutif. Ça, c'est un des problèmes que nous avons. Et c'est un problème réel. Il nous faut engager vraiment des réformes structurelles profondes, nous permettant de garantir, si vous voulez, d'abord la transparence dans la gestion des affaires. Et ça, ce n'est pas le cas. Quand vous regardez le pétrole ou ailleurs, la transparence n'est pas là. De garantir également, ça c'est très important, la redevabilité. Et de ne pas accorder l'impunité à des gens parce que tout simplement, ils sont du bon côté. Tant qu'on n'aura pas ça, mais il est évident que les investisseurs vont réfléchir. D'autant plus qu'à l'ultime... Surtout que le cas du pétrole, il ne faut pas s'amuser avec. Hein. Aujourd'hui, quand vous êtes dedans et que vous faites des détournements, du jour au lendemain, vous allez être arrêté aux États-Unis ou en Europe ou ailleurs. Je pense que nous avons besoin d'être le plus transparent possible par rapport à la question du pétrole. Parce que aussi, on amène des gens qui essayent de s'enrichir, qui n'enrichissent pas le pays. Ça, il faut le reconnaître. Hein. Il y a des gens, on les met dans des postes où il y a de l'argent. Ils ont toujours pris l'argent. On regarde des gens qui, dans le domaine de l'énergie, ils étaient accusés ailleurs. Et puis ils reviennent, ils occupent de bons postes. Tout le monde regarde, personne ne dit rien. Que cela ne puisse émouvoir personne. Que ça n'émeuve personne. Je pense que c'est cette forme de gestion-là. Il faut en finir. Si on n'en finit pas avec ces formes de gestion claniques, il faut bien appeler les choses par leur nom, on n'en sortira pas. Mais alors, à l'intime, qu'est-ce qui peut expliquer alors cette impunité? Cette impunité, parce que de plus en plus aujourd'hui, le climat social, politique et éducatif est tendu. Vous en convenez avec moi? Bien sûr. Est tendu, mais quelles en sont véritablement les raisons selon vous? Où se situe le mal, M. Tine? En réalité, nous n'avons pas fait à partir... On aurait dû effectivement... Vous savez, depuis le départ de Senghor, on est dans une espèce de transition sans fin. C'est ça. Et c'est un échec des transitions. Diouf est venu avec quand même, comme on dit, avec un décret.
Diouf n'a pas eu l'audace. D'ailleurs, il n'est même pas formé pour avoir l'audace de réformer. Oui, c'est ça. Fondamentalement. Il a été plus ou moins un bon gestionnaire de l'État, dans un contexte extrêmement difficile aussi, sur le plan mondial, sur le plan économique. Il faut voir ce que Sankara dit pour comprendre. Après, on a eu Wade. Il y a eu un espoir fou d'avoir quand même des réformes. Oui. Dès que le pétrole est arrivé... La première alternance. La première alternance, en réalité aussi, ça a beaucoup affaibli les institutions. Ça a beaucoup affaibli aussi, comme on dit, les nominations. Ça venait, l'administration a été affaiblie, n'importe qui pouvait occuper n'importe quel poste. Et puis les détournements de fonds aussi. Tout cela, on attendait avec le M23 et les événements du 23 juin. On a dit, tiens, celui qui va corriger tout ça, c'est Macky. Ah oui, parce que là, on avait parlé de transition. Et puis le M23, oui. Écoutez, c'était que des cerveaux. Et puis des gens d'une humilité, engagés. Vous savez, quand on a dirigé quand même un mouvement comme ça, qui était si fort, et il y avait une espèce quand même de cohésion, d'entente. Mais dès qu'on a commencé à faire le gouvernement, parmi quand même les gens quand même les plus compétents et les plus propres, ils sont partis, les Ibrahima Fall. Alors, maintenant, vous avez quand même des politiciens sont venus en masse. On a ouvert. Et puis, bon, franchement, on ne reconnaît plus le travail qui avait été fait. Cette transition a été déviée. Et maintenant... Mais parce qu'il n'y avait personne pour contrôler et garantir cette transition. Exactement. Le grand problème que nous avons, c'est qu'on a une démocratie... Qui pour le porter? C'est une démocratie présidentielle. Oui. La démocratie présidentielle, c'est une espèce de despotisme. Je pense que Wade même le disait. Je faisais du despotisme éclairé. Ce n'était pas si éclairé que ça à l'époque. Bon, là aussi, on a une espèce de despotisme. D'ailleurs, on a vu, dès qu'on est arrivé, on a un autoritarisme qui n'a pas dit son nom, les interdictions qu'on ne connaît même pas, de manifestations, les libertés fondamentales, on a beaucoup tout, l'espace civique qui s'est rétréci comme peau de chagrin. Ce n'est pas seulement le Sénégal, c'était un peu partout. Mais tout de même, on attend du Sénégal que le Sénégal montre la voie. Oui. Et ce n'est pas trop tard. C'est pas trop tard, on va y revenir parce qu'aujourd'hui, de plus en plus des tentatives d'apaisement sont initiées. Je parlais du KIDIS, du cadre unitaire de l'islam au Sénégal. La classe religieuse aluntine qui s'implique avec des appels à la paix, mais aussi les organisations de la société civile comme la plateforme Jam Réumi, dont vous êtes un des membres fondateurs. Dites-nous, quelle est la fonction de ces organisations et en quoi leurs solutions relativement classiques, appel à la paix, médiation, peuvent-elles être efficaces dans un pays en profonde transformation? Bon, moi je pense quand même que KIDIS et Jam Réumi ont permis au moins, avec les alertes, avec les interventions, une espèce quand même de calme. Je pense que quand même... D'accalmie. D'accalmie. Oui. Je pense que l'appel à la raison a été entendu de tous les côtés. Donc, il faut continuer. Et en réalité, on est en train de continuer aussi. C'est une... Et puis, quand même, KIDIS, il faut le dire, c'est une bonne initiative bien sénégalaise qui réunit quand même l'ensemble des obédiences religieuses. Depuis les chiites jusqu'aux Ibadur Rahman, en passant par vraiment les confréries que nous connaissons, je pense que c'est déjà une bonne chose qu'on puisse avoir quelque chose comme ça. C'est dirigé aussi par Cheikh Tidiane qui ne manque pas de courage, quand même. Je pense que c'est vrai, comme on dit, c'est des méthodes tout à fait classiques. Bon, il y a la charte, si vous voulez, pour la non-violence. Oui, Cheikh Tidiane, s'il parlait de l'arrivée de nouveaux acteurs, vraiment victime de la jalousie des hommes politiques. Vous l'avez constaté? Écoutez, moi je sais, il est évident que la démocratie à l'état actuel quand même a produit des élites politiques sur lesquelles les gens s'interrogent. Nous avons des élites politiques, mais on s'interroge sur est-ce qu'on a des hommes d'État? Et ça, c'est un grand problème.
Et cela, effectivement, il l'a dit, hein, quand vous regardez le Bénin, tout de même, c'est un homme d'affaires qui est venu, qui a pris le pouvoir. Aujourd'hui, il y a des hommes d'affaires qui commencent à se dire, mais tiens, on est intéressé. Chez nous aussi, de plus en plus, vous avez la société civile, que ce soit quand même des femmes ou d'autres qui commencent à s'intéresser. C'est vrai que c'est difficile parce que c'est un long chemin. Et puis quand même, le Sénégal, c'est un vieux pays. Vieux pays avec de vieilles bases politiques et puis de vieilles méthodes politiques qu'on connaît. C'est pas aussi facile. Mais il est évident qu'il y a de l'émergence. Je peux parler aussi du Mali où effectivement nous avons, si vous voulez, des religieux qui aujourd'hui ont aussi des ambitions politiques. Oui, vous êtes vous aussi un observateur de la scène publique, pour ne pas dire politique. Est-ce qu'effectivement c'est difficile, les acteurs politiques n'aiment pas partager la scène politique avec d'autres acteurs, notamment les religieux? Ça pose problème? Écoutez, les acteurs politiques sont extrêmement jaloux de leurs prérogatives et de leur cercle. Et si vous êtes effectivement de la société civile, si vous arrivez à avoir de la crédibilité, c'est que vous ne voulez rien. Oui. Et puis, vous l'avez vu, hein, c'est-à-dire qu'ici, les gens ont confiance à des gens, les hommes politiques, je veux dire. C'est quand vous n'êtes pas intéressé, pas du tout alors intéressé, et que vous n'avez aucune chance d'arriver au pouvoir, ils peuvent t'écouter. C'est comme les califes généraux. Voilà. Ou effectivement des gens qui ont 80 ans, 70 ans, qui ne peuvent plus et qui ne s'intéressent plus à la politique. À la limite. À la limite. Mais c'est tout à fait normal. Hein. En politique, que ça, dans tous les pays du monde, c'est comme ça. Ils estiment que c'est leur prérogative de façon exclusive. Les autres n'ont pas... À tort ou à raison? C'est à tort, de mon point de vue. Oui. Moi, je pense qu'il faut libérer le champ pour que les meilleurs sortent. Oui, les meilleurs sortent. Et les meilleurs, ce n'est pas toujours les politiciens. Donc, que ce soit des hommes d'affaires, que ce soit des gens... Mais c'est comme ça aussi que les choses changent. Mais le mal est plus profond chez nous. Chez nous, c'est-à-dire que nous assistons à la mort des partis politiques et à la naissance de coalitions. Et des gens qui, au petit bonheur, la chance, dès qu'ils prennent le pouvoir, d'autres viennent pour s'agréger. Parce qu'en réalité, c'est le pouvoir qui enrichit. Donc, tant qu'on n'aura pas arrêté le phénomène que c'est le pouvoir qui enrichit, il est évident que ça va être très difficile de construire des choses nouvelles, radicales, comme par exemple au Botswana. Je cite le Botswana parce qu'aujourd'hui, on classe le Botswana parmi, si vous voulez, les pouvoirs, comme on dit, les États qui ont atteint le niveau du Portugal et certains pays asiatiques. C'est comme ça qu'on classe le Botswana. Parce que quand même, le Botswana est arrivé à être un véritable souverain de sa propre économie politique. Ça, c'est extrêmement important. Oui. Et puis, quand on regarde aussi, si vous voulez, dans le domaine du pouvoir, c'est au Botswana où j'ai vu que le président qui est arrivé à la fin de son mandat a organisé une grande fête, a dansé pour dire que je termine mon mandat. Alors qu'ici, les fins de mandat, c'est des tensions, c'est des conflits, c'est la violence politique. Si on arrive à ce niveau, donc quand le Botswana est arrivé là, parce qu'en réalité, ils ont démystifié le pouvoir. Ah. Ils ont démystifié le pouvoir. C'est là où se situe le problème. Voilà, c'est de démystifier le pouvoir, c'est de prendre le pouvoir à distance, de le tenir bien à distance, et à la fin de lui dire écoutez, voilà, j'ai fini, je m'en vais. Oui, mais justement, on est à quelques encablures des élections locales. Concrètement, M. Tine, que faut-il faire pour garantir des élections apaisées avant, pendant, le jour du scrutin, après? Il y a un mot, la transparence. C'est C'est la transparence du scrutin. Et que chaque mécanisme joue son rôle pour la transparence du scrutin. Ça veut dire que l'État d'abord. Mais pourquoi parlez-vous de transparence? Ça pose problème. Vous avez une connaissance hautement profonde de l'organisation des élections en Afrique. Aujourd'hui, vous insistez sur la transparence. Pourquoi? J'y insiste parce que les élections, c'est la confiance. Si tout le monde a confiance au processus électoral, comme au Cap-Vert, ils n'ont même pas besoin de faire l'encre indélébile. Ils votent et dès le lendemain, quand on dit que tel a gagné, et puis c'est terminé, c'est pas la guerre.
nous, c'est carrément au 19e siècle. Hein, dans la moitié du 19e siècle, on commençait à voter au Sénégal. Oui. Mais regardez la différence qu'il y a avec le Cap-Vert aujourd'hui. Donc, il nous faut la bonne foi de tous les acteurs qui sont impliqués. Bonne foi de l'État, bonne foi de l'administration, bonne foi de la Sénat. Il faut qu'il travaille. La Sénat a un pouvoir. Commission électorale nationale autonome doit faire son travail conformément aux textes, aux compétences qui lui ont été conférées par la loi. CNRA, la société civile. Je sais que la société civile fait bien son travail parce que j'y assiste tous les jours que j'ai fait. Partout, ils bougent. Nous-mêmes, on va bouger pour aller en Casamance, aller à Saint-Louis, aller à Kaolack, etc. Donc, les journalistes, c'est très important, la presse. La presse a joué un rôle extrêmement important pour quelqu'un qui a suivi la démocratie au Sénégal dans les années 90. Ah oui, on a fait un saut qualitatif ici au Sénégal avec le truc 2000 à cause de la presse. Aujourd'hui, avec le nombre de une, vous y retrouvez très difficilement. Avec les réseaux sociaux aussi. Je pense qu'on doit nous repenser notre société, notre façon de faire pour que nous puissions avoir un système électoral fiable, digne de confiance. Et à partir de ce moment-là, ça ne va plus produire de la violence. Mais ça pose problème au Sénégal, le processus électoral, depuis très longtemps. C'est dû à quoi, selon vous? C'est-à-dire qu'il faut bien le reconnaître. Surtout le contexte préélectoral. Oui. Les élections au Sénégal ont été toujours violentes, souvent. Oui. 2000 même, les gens ne se rendent pas compte. C'est vrai, quand Diouf a dit, écoutez, je reconnais ma défaite, ça a été la fête, mais avant. Mais c'était parce que dur. Ne serait-ce que pour mettre en place les commissions électorales, ça a été des discussions difficiles. C'est pour ça que je vous ai dit, des fois, vous avez... Après, le ministère de l'Intérieur est écarté de l'organisation des élections. Actuellement, il est de retour. Qu'est-ce qui pose problème? Ce qui pose problème, on a eu pendant très longtemps un État parti. Et le fait partisan a fait que, en réalité, les gens, ils veulent coûte que coûte garder le pouvoir. C'est comme ça que le PS a gardé le pouvoir très longtemps. Hein? Voilà. Les autres qui arrivent aussi, ils veulent garder le pouvoir. Donc, bon, quand les élections arrivent, ils essayent. Vous savez que ça a été une lutte terrible pour avoir des élections transparentes, démocratiques, changer la CENI. Mais il a fallu beaucoup de violence. Onel, CENI, Sénat. Exactement. Oui. Onel, c'est arrivé parce que aussi il y avait et puis il y a eu la société civile, il y a eu les journalistes, les éditoriaux, je me rappelle bien quand même, de grandes plumes qui sortaient quand même. Et puis ensuite, quand vous avez la possibilité d'avoir honte un peu, de dire j'ai honte de ce que j'ai fait. Les cartes israéliennes. Les cartes israéliennes. Oui. Là aussi, Diouf a eu les grands moyens. Il a dit, écoutez, moi je suis encerclé par mon parti, toutes les bonnes résolutions que je prends, ça va être gâté par les partis, le fait partisan. J'amène des militaires. Et on a eu Lamine Cissé. Et puis on a eu aussi le général Niang. Dans l'élection, tout de suite, ça a créé, comme on dit, la confiance. Mais aussi les opposants, il faut le dire, ont joué un grand rôle. Non, l'opposition a joué un grand rôle dans la lutte pour la démocratie. Mais dans la lutte pour la démocratie, l'opposition se met toujours dans une situation où elle ne veut pas donner de carte blanche au pouvoir. Ça veut dire qu'il se met dans une position où il peut toujours contester les élections. C'est là toute la difficulté qu'il y a, si vous voulez, à faire signer des pactes, à faire signer des chartes, à faire signer des choses. Je l'ai expérimenté avec le pacte républicain. Je sais de quoi je parle. Et puis, on l'a vu avec les assises nationales. Mais les assises, c'est l'autre côté, qui ne veut pas entériner ou valider des propositions venant de l'opposition. Donc, entre opposition et pouvoir, si vous voulez, la polarisation est telle que, vous regardez la charte là, les gens de Benno Bokk Yakaar disent qu'ils signent, les autres disent tout de suite qu'ils ne signent pas. C'est cette polarisation qui caractérise aussi notre démocratie. Il faut, la démocratie, c'est ça aussi. La démocratie, c'est la compétition, c'est la polarisation, mais il y a un minimum de consensus
Parce que l'élection transparente, démocratique, avec les chiffres, c'est la seule façon de partager les gens. C'est ça. Ça va dire, au moins, on a un instrument de mesure pour dire, voilà, tel a gagné, tel a tort. Mais il faut qu'on le fasse sur des bases qui soient des bases claires. Voilà, c'est-à-dire sans tricherie. Voilà. Donc, Oui. tout le problème, Oui. comme je vous ai dit, Oui. c'est la transparence. Si la transparence est là, et s'il y a effectivement des témoins qui peuvent dire que ça a été transparent, ça marche. Et vous pensez que, oui, la situation actuelle laisse présager de l'espoir? Jusqu'à maintenant, je pense que les gens ont commencé à faire leur campagne électorale. Il y a moins de tension qu'auparavant, effectivement, parce que quand on commence à dire, tiens, on va aux élections, on va dire, vous, on va te mettre en prison, c'est-à-dire que la connexion entre justice et politique, c'est pas bon du tout de mon point de vue. Il faut déconnecter les deux. Donc c'est important. Bon, aujourd'hui, relativement... Et la Sénat a lancé un appel de retrait des cartes. C'est bien que tout le monde demande effectivement à aller retirer les cartes pour aller voter. Généralement, c'est l'élection présidentielle qui constitue un enjeu qui mobilise massivement les gens, les citoyens. Mais les autres élections, bon, les gens... Est-ce que c'est le cas pour ces élections locales? Parce qu'apparemment, ces élections locales, M. Tine, constituent un enjeu important au regard de ce que cela donne comme situation. C'est un enjeu très important. En quoi? C'est maintenant aux candidats de donner envie d'y aller. C'est-à-dire que, bon, quand on regarde un peu, il faut le dire, hein, et ça c'est un tout petit peu pour interpeller les hommes politiques, qu'ils soient au pouvoir ou de l'opposition, vraiment d'avoir attitude d'homme d'État et de faire des propositions. Sinon, quand même, il y a beaucoup de déceptions dans l'air. Il y a beaucoup de déceptions. Et déceptions par rapport à la pratique démocratique, où on a des alternances, où ce sont les mêmes qui viennent au pouvoir. Quand vous regardez, il y a des gens, depuis Abdou Diouf, ils sont au pouvoir. Oui, les mêmes, oui. C'est les mêmes qui reviennent, c'est les mêmes qui font des détournements, mais tout ça, ça pose des problèmes. Nous avons besoin d'un leadership qui puisse avoir de la crédibilité, qui puisse avoir de la représentation, la bonne représentation. Parce que tout ce dont on parle aussi, c'est à cause de la mal-représentation. Donc la bonne représentation, de la bonne légitimité. Et de ce point de vue, il ne faut pas que les Sénégalais aussi, si vous voulez, cèdent à la corruption politique. C'est-à-dire? La corruption politique. L'utilisation de l'argent. L'utilisation de l'argent. On a parlé de beaucoup d'argent. On a parlé de la DER, des 500 millions, j'ai entendu pour les femmes, etc. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Et nous n'avons pas légiféré sur le financement des partis et le financement de l'élection. Je pense que c'est important vraiment de revenir sur ces questions pour encore améliorer le système électoral et améliorer la démocratie. Ça, c'est très important. C'est nécessaire pour vous? C'est absolument nécessaire. C'est absolument nécessaire. L'usage, si vous voulez, aussi des moyens de l'État. Bon, on l'a toujours fait depuis Senghor, on l'a fait avec Ablaye Wade. J'ai comme l'impression qu'on continue à le faire, mais il faut que ça soit assez strict. Toutes ces questions-là feront que vraiment il va y avoir de plus en plus de confiance et il y aura de moins en moins de tensions. C'est très important. Alioune Tine, fondateur du think tank Afrikajom Center, mais Alioune Tine est expert indépendant des Nations Unies. Parlons à présent, M. Tine, de la géopolitique. Le Mali, vous connaissez bien. La Guinée, idem. Deux pays en transition. Quelle est la situation actuelle dans ces pays, M. Tine, et surtout sur le court terme? Dans 6 mois, 1 an, qu'est-ce qu'il faut en espérer ou en craindre? Ce qui s'est passé, oui, c'est un effondrement, si vous voulez, de certaines démocraties dans la sous-région. C'est que quand on assiste à un coup d'État militaire, ça veut dire que tout simplement que la démocratie s'est effondrée. Ça veut dire qu'il y a eu tellement de pathologies que les gens se sont dit, écoutez, la seule correction pour maintenir vraiment les institutions et l'État en marche, c'est un coup d'État. Le coup d'État, c'est un échec total de la démocratie. On l'a eu 2 fois au Mali. Ça veut dire que c'est une catastrophe. D'autant plus que ce pays est en train de vivre
une des crises sécuritaires les plus dures, je dirais, depuis quand même l'indépendance. Ce pays, c'est presque un pays qui s'est effondré. Maintenant, quand on regarde ce qui se passe, ça veut dire la tension diplomatique au Mali. Il faut voir les deux tensions. Nous avons une tension diplomatique et nous avons une tension politique interne, avec quand même les assises de la refondation, l'Assise nationale de refondation, si tu veux, qui n'ont pas fait consensus, où effectivement l'ancienne majorité et l'actuelle opposition boycottent et que les gens acceptent. Tension diplomatique, c'est d'abord entre la France et le Mali. Parce que Emmanuel Macron a été reporté. Oui. Voilà, pour plusieurs raisons. Vous avez suivi aussi le communiqué de l'OTAN, enfin des pays de l'Europe. C'est les pays. Voilà, maintenant la tension s'est élargie au niveau de tous les pays, des pays européens. Mais je dirais avec Wagner. Des pays de l'OTAN à cause vraiment de Wagner. Bon, ça veut dire que aujourd'hui, on assiste au niveau du Sahel à un véritable basculement géopolitique. C'est-à-dire la compétition entre Est et Ouest qui se mène aujourd'hui, même quand vous allez en Ukraine. Vous voyez, maintenant ça nous touche, nous, comment dirais-je, pays du Sahel. Parce que aussi, Wagner a été aussi en Ukraine. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que le Sahel devienne une compétition qui puisse avoir des implications ou un impact totalement négatif sur la crise sécuritaire. C'est-à-dire, il ne faut pas que la compétition, il faut appeler les choses par leur nom, entre Europe et l'Union soviétique, que ça puisse aggraver la situation sécuritaire et politique au Mali. Donc, il faut que la coopération sécuritaire entre les différentes parties, les différents pays qui sont sur place, puisse être bénéfique au Mali. Ça veut dire pour arriver à la paix, arriver à la protection des populations civiles. Si nous avons ça, surtout face à la montée du djihadisme. La montée du djihadisme, ça veut dire que presque à 70% le pays est occupé. Donc aujourd'hui, ce dont nous avons besoin, c'est d'une coopération positive. C'est effectivement d'une concertation entre toutes les parties et avec le Mali pour voir comment on va renforcer la protection des civils, comment on va renforcer la protection des droits humains et comment on va aller vers la paix et chasser les djihadistes. C'est loin d'être le cas, M. Tine, parce que là, les acteurs politiques... Je vais ajouter une chose. Je vais ajouter une chose. C'est que quand nous voyons une géopolitique ailleurs où il y a des compétitions, on n'entend ni l'Union africaine, justement, on n'entend ni la CEDEAO. Ça veut dire tout simplement, nous les Africains, nous n'avons pas de géopolitique, mais nous sommes l'objet de la géopolitique des grandes puissances mondiales. Et il est temps qu'on se réveille pour construire notre propre géopolitique, notre propre géostratégie. Et ça, vraiment, on le sent dans la mesure où, sur le plan régional, ça n'existe pas. Et que la planification que font les djihadistes, ils réussissent tout le temps. Quand ils veulent attaquer, ils attaquent. Quand ils planifient pour dire, on va vers les pays, quand même, comme on dit, portuaires, qui ont quand même, on veut une façade maritime, ils y vont, ils commencent à réussir. Mais malgré la présence des Français, c'est-à-dire des forces sécuritaires. C'est-à-dire que tout le problème que vous avez aujourd'hui est dû à l'échec de l'intervention française, est dû à l'échec également de l'intervention Barkhane et puis toutes les troupes internationales. C'est cet échec qui crée de la tension, les tensions que nous connaissons et que effectivement la recherche de nouvelles alternatives. Maintenant, la réflexion sur les alternatives, ça ne doit pas appartenir seulement aux grandes puissances. Il faut que les Africains, eux aussi, disent leur mot sur les alternatives qui doivent arriver. Il faut qu'ils s'entendent. Ça veut dire que jamais les Africains n'ont eu besoin d'unité
que dans la situation de crise dans laquelle nous nous trouvons à l'heure actuelle à la CEDEAO. On a besoin d'unité parce que les défis sont forts et les pays sont en train d'être défaits un par un. Mais à l'intime, les pays sont en train d'être défaits, vous l'avez dit, mais aujourd'hui, est-ce que ce qui se passe actuellement ne complique pas la situation? Je vous parlais des acteurs politiques qui ne s'entendent pas, notamment ce qui se passe au Mali avec le non-respect des engagements souscrits. Je vous parlais de l'organisation des élections par la transition, par la junte militaire en place. De mon point de vue, je pense que ça soit la Guinée ou le Mali, une transition, c'est une transition. Une transition a une durée. Il faut fixer la durée de la façon la plus raisonnable, de manière effectivement à créer la confiance à l'intérieur du pays. Dès qu'on commence à douter... Et c'est le cas présentement dans ces deux pays. Mais bien sûr, nous sommes dans le doute. Dans les deux pays, nous sommes dans le doute. Et ce n'est pas bon. Il faut très vite que le leader Doumbouya et Assimi Goïta qu'ils disent, écoutez, nous, à partir de telle date, nous, on va s'en aller. Faute de cela, tout peut venir. Et moi, je me dis que si effectivement on va avoir des problèmes au Mali ou en Guinée, ça peut être la déflagration pour toute la région. Aujourd'hui, tout le monde a intérêt à s'investir pour que les transitions en Guinée et au Mali arrivent à bon port. Donc, on a besoin, moi je pense qu'au Mali, si les gens s'étaient entendus pour dire, mais tiens, on va faire les élections. Non, d'abord, les assises. Les assises, oui. Et puis, les assises, nous disons, écoutez, 6 mois après les assises, on fait les élections. Parce que concrètement, aujourd'hui, sur le plan technique même, sur le plan matériel, les gens ne peuvent pas aller aux élections au mois de février. Et au mois de février, on risque d'avoir encore de nouveaux problèmes. Donc, il faut régler les problèmes avant le mois de février. Il faut le régler. Je pense que la CEDEAO doit... D'ailleurs, la CEDEAO s'est effondrée. Je pense que si ce n'était pas le cas, peut-être on n'aurait pas eu cette situation à l'heure actuelle. Donc, la CEDEAO elle-même a besoin effectivement de réformes structurelles profondes, de réformes de ses institutions, de réformes de son leadership. J'ai l'impression qu'ils sont dans une période de transition assez difficile aujourd'hui à la CEDEAO. Mais bon, nous avons besoin, nous tous aussi, d'y réfléchir pour que la CEDEAO, qui est notre CEDEAO, vraiment continue à marcher correctement. Oui, justement, puisque vous l'avez dit, le président Macky Sall s'apprête à prendre le relais pour la prochaine présidence de l'Union africaine. Alors dites-nous à l'intime quel agenda, parce que vous avez parlé tout à l'heure de l'échec de l'Union africaine et de la CEDEAO, mais avec justement l'arrivée du président Macky Sall à la tête de l'Union africaine, finalement, pour une Afrique en crise déjà, quel agenda? Oui, une Afrique qui se cherche dans un contexte de pandémie. Quel agenda? La souveraineté sécuritaire. Parce que cette faille, elle nous coûte cher aujourd'hui. Ça nous a coûté cher en Libye, ça nous coûte cher au Sahel, et ça va nous coûter cher chez nous. Et il est évident que moi, j'assiste quand même, ou je surveille ce qui se passe au forum de Dakar. Quand nous voyons nos chefs d'État eux-mêmes dire, mais écoutez, il faut renforcer, il faut muscler le mandat de la MINUSMA, alors que tous leurs soldats sont à la MINUSMA, chaque année ils le font depuis 2014, ça pose des problèmes. Ça veut dire que nous ne pouvons pas toujours nous appuyer sur d'autres pour régler notre propre sécurité. Il me semble que cet agenda-là, il faut que le président Macky Sall, au sein de l'Union africaine, au sein de la CEDEAO, que les Africains puissent se défendre. Aura-t-il les moyens? Mais je pense qu'au moins, si on arrive à dire, voilà notre stratégie, voilà ce que nous pensons, que si on le fait en Afrique, ça marche, voilà ce que nous attendons de la communauté internationale. Ça veut dire que l'Afrique prenne le leadership, que lui-même prenne le leadership sur la question de sécurité, vraiment parce qu'il s'y connaît. Ici, il s'y connaît bien, il est bien entouré. Le Sénégal, on connaît, on apprécie son armée, on apprécie ses forces de défense et de sécurité, un peu partout dans le monde. Je pense que le Sénégal peut prendre le leadership pour dire, écoutez, il nous faut une armée africaine, il faut que l'Afrique défende l'Afrique. Je pense que ça, c'est extrêmement important. Ça, c'est un. De deux, agenda démocratique. Que le Sénégal a été toujours une référence, depuis Senghor. Depuis Senghor.
Donc, il n'y a pas de raison que le Sénégal ne reste pas une référence. Qu'ils disent, et c'est clair, je pense qu'on attend le 31 décembre, qu'ils disent qu'il ne sera pas candidat. C'est très simple. Oui. Et à partir de ce moment, il va pas de troisième mandat. Pas de troisième mandat. Et qu'il soit clair. Et il prend la tête de l'Afrique pour ouvrir la question démocratique. C'est extrêmement important. À partir de ce moment-là, les gens vont se dire, mais tiens, ça c'est une référence, ça c'est très clair, et ça peut créer un véritable basculement démocratique dans le bon sens. Ça, c'est ce qu'on attend de lui, les deux. Ouvrir l'espace civique, libération des détenus politiques, partout. Retour des réfugiés, partout. Et je pense que ça, c'est un agenda très fort sur lequel on attend de lui. On attend 3, le basculement économique. Ça veut dire la souveraineté, comme on dit, la citoyenneté africaine, la citoyenneté de la CEDEAO. Et c'est extrêmement important quand même pour la CEDEAO, j'y reviens, la monnaie. C'est que la monnaie, c'est le cœur. Il faut qu'on ait une monnaie africaine, une monnaie de la CEDEAO qui ne soit plus le CFA et qui ne soit plus aussi des trucs machin. Je pense que ça, c'est extrêmement important. Je pense que sur le plan économique, sur le plan démocratique et sur le plan sécuritaire, il me semble que... Et sur le plan diplomatique également. Sur le plan diplomatique, le Sénégal, si vous voulez, a construit sa diplomatie avec Senghor, reconnu sur le plan mondial, bien avant beaucoup d'autres pays africains. Donc, nous avons un leadership naturel sur le plan démocratique, sur le plan sécuritaire et sur le plan économique. Et ça, vraiment, nous espérons que Macky Sall, sur ces plans-là, et puis bon, dernier message, c'est par rapport aux victimes de Habré. Nous demandons au président de la République, puisque c'est ici que le procès que ça a été fait, quand même la décision de justice concernant vraiment les indemnités qu'on doit donner aux victimes. Franchement, on compte beaucoup sur le président Macky Sall. Alors, M. Ty, une dernière question. Cette fois-ci, nous parlons de cette jeunesse africaine, une jeunesse en mal d'avenir, en mal de projection, services de santé de qualité, réalisation de ses rêves, comment construire ce futur dans lequel nous redonnerions confiance à cette jeunesse, je veux dire, de la dignité à chacun. Vous posez quand même une bonne question. Et je reviens effectivement sur, comme on dit, les revenus. Les revenus doivent prévoir quelque chose pour que les droits de la jeunesse au travail, les droits de la jeunesse à l'éducation et à la formation, les droits de la jeunesse à la santé, et surtout, comme on dit, l'utopie de dire, écoutez, ici, c'est un cadre où l'on peut vivre, où l'on peut grandir, où l'on peut gagner sa vie, au lieu d'aller prendre, comment dirais-je, l'océan Atlantique. Donc, il faut qu'ils rêvent d'être des Africains. Et quand ils sortent pour le plaisir. Qu'ils sortent peut-être pour aller chercher du savoir ou ailleurs. Mais la jeunesse, c'est une bombe. Soit vous le faites, soit vous ne le faites pas, c'est à vos risques et périls. Et c'est même une bombe, quand même, un grand risque pour la société. Parce que, comme je vous ai dit, je le dis tout le temps, je le répète, j'y reviens. Vous avez une génération qui fait la révolution un peu partout. Il y a une génération qui fait de l'insurrection armée. C'est la même génération. Insurrection armée. Ce qu'on voit, les communautés qui font, ce sont des jeunes qui ont les motards. Et que ça soit au Burkina, que ça soit ailleurs, c'est eux. C'est parce qu'en réalité, ils ont eu le sentiment que l'État leur a tourné le dos, que l'État est étranger à eux, qu'ils sont exclus. Et c'est ça le grand problème, l'exclusion de la jeunesse. Parce qu'ici, c'est la jeunesse qui est exclue. Et les troisièmes, c'est ceux qui se disent, écoutez, on n'a plus notre place en Afrique, on fout le camp. Quels que soient les risques que nous encourons, on fout le camp. Donc, il faut arrêter ça. Pour arrêter ça, ça veut dire qu'il faut des politiques de développement durable, fiable. Si on n'a pas de politique de développement durable, fiable, ça ne va pas. Et si, effectivement, le bon Dieu nous a donné quand même une manne, c'est pour que, effectivement, on essaye de réduire les inégalités, réduire les exclusions sociales, réduire les fractures sociales dont les jeunes et les femmes sont les plus victimes chez nous. Donc moi je dis, les 710 milliards, dire on met ça dans le budget de façon brute, c'est en réalité enrichir les mêmes minorités
que nous sommes en train d'enrichir depuis très longtemps. Oui. Il est temps de voir les gens quand même qui, depuis qu'on a l'indépendance, si vous voulez, sont exclus, n'en profitent pas, qu'en fait ces gens-là, on pense à eux pour une fois, pour leur droit à la santé, leur droit à l'éducation, leur droit à la formation, leur droit au travail, leur droit au bien-être. Et je pense que c'est ça qui pourrait être bénéfique pour que vraiment tous les Sénégalais se sentent Sénégalais. Mais pas des Sénégalais qui sont à part entière, et des Sénégalais entièrement à part. Oui, et que l'utopie d'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, sera la réalité de demain, comme disait l'autre. Alioune Tine, merci. Merci, et puis merci à tous vos auditeurs. Oh oui, et en profiter pour souhaiter joyeux Noël à toute la communauté chrétienne. Merci et meilleurs vœux aux Sénégalais, meilleurs vœux aux Africains, et meilleurs vœux effectivement aux chrétiens du monde entier. Mesdames, Messieurs, c'en est tout. Excellente suite de programme sur la 98.5 et merci à notre équipe digitale, Alioune Badara Sosé à la tête, Abdoulaye, au revoir et à dimanche prochain.